Bonjour à notre série de webinaires, les prochaines étapes dans la réponse à la COVID-19 dans les soins de longue durée. Je m'appelle Andrea Pichet, responsable principal de programme à Excellence en Santé Canada et je suis heureuse d'animer ce webinaire. Je voudrais commencer par reconnaître que nous nous réunissons sur un territoire habité par des peuples autochtones depuis la nuit des temps. Nous émettons ce webinaire depuis Ottawa, qui est le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine. Nous reconnaissons et apprécions profondément leur lien historique avec ce lieu et la possibilité de nous réunir ici aujourd'hui. Nous sommes heureux de proposer un service d'interprétation simultanée en français. Si vous souhaitez entendre la voix de l'interprète, veuillez sélectionner Français sur le menu d'interprétation en bas de votre écran. Nous vous invitons à partager vos questions et commentaires en tout temps en utilisant la boîte de dialogue en anglais et en français. Et nous vous encourageons à répondre aux commentaires des autres participants et à répondre à leurs questions dans la boîte de dialogue. Nous allons tâcher de faire en sorte que nos intervenantes puissent répondre à un aussi grand nombre de questions que possible pendant la période de questions-réponses. Si vous avez besoin d'un soutien, vous pouvez communiquer avec le soutien technique dans la boîte de dialogue. Cette séance est enregistrée et sera disponible dans notre site web d'ici quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'avoir parmi nous plusieurs intervenantes représentant certains des foyers de soins de longue durée qui ont participé au programme SLD Plus inaugural de SC, qui sont ici pour montrer les projets merveilleux que leurs foyers ont pu mettre en œuvre en vue de favoriser les soins axés sur la personne et la famille, projets qui, nous l'espérons, vous inspireront. Nous allons présenter chaque intervenante une à la fois et puis répondre aux questions de l'auditoire après chaque présentation. Puis, nous avons prévu une période de questions ouvertes à la fin de la séance. La première présentation sera donnée par Pavi Lally. Pavi est spécialiste agréé en ludothérapie au Wentworth Manor. Native d'Edmonton, Pavi est titulaire d'un baccalauréat en ludothérapie de l'Université de Lethbridge. Pavi adore jouer au soccer, est supporter des Oilers et adore passer du temps avec sa famille et lire. Pavi, à vous la parole. Merci. Lorsque nous avons entamé ce projet, je ne faisais pas partie de l'équipe de Wentworth. Je suis entré dans le foyer un peu après son achèvement, donc je vais faire de mon mieux pour vous parler de son déroulement et de son impact sur les résidents et leurs familles. Au début de la pandémie, nous avions prévu une zone à l'extérieur qui n'était pas asphaltée. Nous essayons d'y organiser des visites à l'extérieur, mais les fauteuils roulants et les marchettes s'enfonçaient dans le terrain lorsqu'il était détrempé. Il n'y avait pas suffisamment de place assise. La rétroaction des familles indiquait clairement qu'elles souhaitaient disposer d'une zone où elles pouvaient prendre un café avec leur famille, jouer à des jeux. Nous avons donc créé ce que nous appelons notre patio. Il y a suffisamment de place pour que 5 familles puissent y prendre place en même temps. Ce lieu est accessible aux fauteuils roulants et marchettes. Pendant nos événements d'été, nous pouvons avoir un plus grand nombre de résidents et de familles. Pour le personnel, en outre, il est possible d'y organiser des événements, des repas du midi. Le réaménagement de ce lieu a été très important pour nous parce que cela a réduit le risque de chute. Nous avons eu beaucoup de chutes avant d'asphalter ce lieu. Donc voici les retombées du projet. Nous avons créé un très joli lieu extérieur avec des tables à pique-nique. Il s'agit de la possibilité pour nous d'accueillir des activités à l'extérieur. Nous y organisons de nombreuses activités, exercices physiques, jeux cognitifs, cercles de tambour. C'est également un lieu où les résidents peuvent passer leur propre moment de loisir avec leur famille ou même seuls, et cela a donné aux familles la possibilité d'organiser des pique-niques, des rencontres, même de petites parties de cricket.
C'est un espace qui a été très bien accueilli par nos résidents. Nous avons constaté une nette amélioration de la qualité de vie pour les résidents qui sortaient très peu et qui maintenant se plaisent à se tenir dans le patio, soit seuls, soit avec leur famille, y compris le personnel également. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup d'avoir partagé. Ce lieu a l'air formidable. Donc, si vous avez des questions à l'intention de Pavi, quant à la transformation de ce lieu extérieur moins accessible et donc moins utilisé en superbe espace communautaire. Tiffany demande comment vous avez financé ce projet. Je n'étais pas présente lorsque le financement a été reçu, mais je crois comprendre que ce financement a été reçu. En fait, je ne suis pas certaine. Beaucoup des foyers de soins de longue durée ont reçu un financement pendant la COVID afin de mettre en œuvre des projets. En fait, tous les projets évoqués aujourd'hui ont été financés par ESC dans le cadre du programme SLD+. Environ 10 000 $ de financement initial a été versé à chaque établissement participant. Il s'agit d'un exemple de la manière dont cet argent a été mis à l'œuvre afin d'améliorer les soins axés sur la personne. Donc, moi, il y a une chose que j'aimerais vous demander, Pavi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment si quelqu'un d'autre concevait un espace extérieur? Est-ce que vous auriez des suggestions? Il y a une chose que je remarque, c'est que parfois, l'asphalte n'est peut-être pas suffisamment lisse pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant ou avec des marchettes. Donc, à part ce détail, il n'y a pas eu de commentaires très négatifs. Beaucoup de commentaires positifs, surtout de la part des familles qui peuvent permettre à leurs êtres chers de sortir. Avez-vous remarqué des changements dans l'utilisation de l'espace? Est-ce qu'il a tout de suite été utilisé davantage? Oui, il est utilisé très souvent. Même lorsque je repars à 17 heures, il y a au moins une ou deux familles qui sont dehors avec leurs êtres chers avant le repas du soir ou même après. En général, le matin, il fait un peu plus frais, il est moins achalandé, mais après le repas du midi, c'est vraiment très achalandé. Les gens peuvent assister aux activités, s'ils s'installent ou bien ils peuvent y participer. Merci beaucoup. Avez-vous des réflexions sur la manière dont cet espace pourrait être adapté afin qu'il soit utilisable pendant les mois d'hiver? Nous espérons soit déneigé afin que les résidents puissent s'y rendre, non pas lorsqu'il fait moins 40, mais quand il fait quand même un peu suffisamment doux pour qu'il soit possible de sortir une fois habillé. Et puis pendant les fêtes de Noël, nous décorons avec des lumières et des ornements de Noël. Ah, il y a une question. Lorsque vous avez pu utiliser ce nouvel espace, quels étaient les règlements quant aux visites des proches et à l'utilisation des masques? Au début, les membres des familles étaient encouragés à porter des masques. La réglementation provinciale a changé. À l'extérieur, les proches ne sont plus obligés de porter des masques. Le personnel continue de porter leurs masques. Merci. Une autre question. Comment gérez-vous les zones fumeurs? Nous sommes un établissement non fumeur. Aucun de nos résidents ne fume et pour le personnel, il y a une zone qui est proche du terrain de stationnement. À part cela, nous n'encourageons pas la consommation de tabac. Je vois votre question au sujet du financement disponible dans l'avenir. Donc, nous mettons actuellement au point un programme dans le domaine des soins de longue durée qui sera mis au point à l'automne. Donc,
la prochaine série de subventions d'Excellence en Santé Canada seront prochainement annoncées afin de vous permettre de favoriser la qualité des soins dans votre environnement. Merci encore une fois, Pavi. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser plus tard, nous aurons une période de questions en conclusion. Vous pouvez continuer de les saisir dans la boîte de dialogue, signaler qu'elles sont à poser à Pavi. Nous allons à présent donner la parole à la prochaine intervenante, Sherry Little, est gestionnaire des loisirs thérapeutiques et services bénévoles au Tudor Manor. Elle collabore depuis près de 12 ans avec la Brenda Stafford Foundation. Elle est originaire du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Elle est titulaire d'un grade en ludothérapie de l'Université Dalhousie. Elle habite à Calgary depuis 2000. Et même si les embruns de l'océan lui manqueront toujours, elle adore les montagnes rocheuses. Le principe de Sherry dans la vie, c'est que les petites choses sont vraiment les grandes choses. À vous. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors tout d'abord, je voudrais remercier Excellence en Santé Canada de m'avoir donné la possibilité de nous verser la subvention afin de permettre à la Brenda Stafford Foundation de développer encore nos capacités afin d'améliorer la vie de nos résidents et de notre personnel et de leur famille et de nos personnels dans certains cas. J'ai été invité à faire un exposé aujourd'hui et ça m'a vraiment emballé parce que les deux récits que je voudrais faire constituent autant d'exemples de la manière dont nous avons utilisé nos subventions. Ils me sont très chers car ils portent sur la démence. C'est un domaine qui me passionne. Pendant la pandémie, nous avons dû relever des défis qui étaient tout à fait inédits. Aujourd'hui, on nous disait d'aller à gauche, le lendemain à droite. C'était très difficile, surtout lorsqu'il s'agissait de dispenser des soins aux aînés. Toutefois, nous avons pu tirer des leçons positives et utiles. Pendant la pandémie, nous avons été stimulés afin d'être plus créatifs. Je voudrais donner deux exemples qui indiquent l'utilité, l'importance, la fécondité des rapports humains individuels. Premier exemple, notre programme Quête d'une vie. Il s'agit d'un programme qui a été mis au point par la Brenda Stafford Foundation. Il s'agit pour les aînés de formuler un souhait. Ce programme existe depuis 2 ans environ. Nous avons diversifié notre financement d'une année à l'autre, mais nous avons la chance que le financement d'ESC ait contribué à assurer la réalisation de ce souhait. C'était de faire du traîneau à chien à Canmore, Alberta. Si vous n'êtes jamais allé en Alberta, allez à Canmore l'hiver, allez faire du traîneau à chien. C'est une expérience extraordinaire. Ce monsieur, Michael, nous avait dit dans une réunion individuelle, une rencontre individuelle, pour en revenir à mon premier message, avec la ludothérapie, bon nombre de nos programmes sont conçus pour des groupes de 5 à 10 personnes. Il y a 5 à 8 programmes par jour. Donc, souvent, les contacts individuels n'ont lieu que dans les chambres, ce qui nous permet toutefois des interactions plus riches et plus signifiantes. Ça nous permet de faire vraiment que la connaissance de la personne, ce qu'elle faisait, ce qu'elles étaient avant d'entrer chez nous. Nous pouvons les connaître comme nous ne les connaissions pas auparavant parce que, comme je l'ai dit, nous devons fournir des programmes pour les 152 résidents. Alors, ce que la pandémie nous a donné, c'est le don du temps pour apprendre à connaître nos résidents. Michael nous a dit qu'il adore faire du plein air avec sa femme. Il adorait faire du ski de fond, des randonnées et toute la nature de l'Alberta. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas fait avant le décès de sa femme, plusieurs années auparavant, c'était de faire du traîneau à chien. Nous avons un processus de demande officielle pour le programme Quête d'une vie. Nous avons aidé Michael à faire sa demande, à expliquer pourquoi il voulait faire cette randonnée. Et le projet a fait boule de neige, si je puis m'exprimer ainsi. Notre comité qui exauce les souhaits en a été saisi et Michael a été sélectionné. Cela a été coordonné avec son fils. Donc, le personnel y participe généralement,
c'est-à-dire ne participe pas directement, mais nous sommes en coulisses, nous faisons des arrangements, mais nous donnons à la famille la possibilité de vivre l'expérience avec leur être cher. Alors, en l'occurrence, Michael et son fils ont pu faire du traîneau à chien. Ils ont pris une bière froide dans un beau restaurant en bordure de montagne, un flanc de montagne comme Michael nous en a raconté. Il en parle toujours aujourd'hui, il était tellement reconnaissant. Il a rapporté un petit chien en peluche pour ma collègue et moi-même. Mais son fils nous a envoyé toutes sortes de photos. Je voudrais pouvoir vous en montrer davantage. C'était vraiment extraordinaire de pouvoir réaliser ce souhait. Michael en parle encore. Certaines personnes disent que c'est une liste de choses à faire avant de mourir, mais pour moi, et pour les résidents aussi, on veut les encourager à continuer de rêver, à continuer leur quête et d'avoir encore des raisons de vivre. Donc, Michael m'a dit l'autre jour, m'a dit qu'il travaille sur une autre demande, pour une nouvelle expérience. Voilà ce que nous avons fait pour Michael. Il y a 2 autres photos qu'on peut montrer, et puis ensuite, je voudrais vous parler d'un autre engagement individuel. Les chiens sont très interactifs et puis il adore les animaux aussi. Alors ça vraiment, ça cochait toutes les cases pour Michael. À présent, nous allons parler donc de l'engagement d'Ambient, l'ABI. Si vous n'en avez pas entendu parler de l'ABI, il s'agit d'une prestation de ambientactivity.com. C'est une compagnie canadienne qui se spécialise dans les outils novateurs d'engagement informatisé pour les résidents atteints de démence. Alors donc chaque volant, chaque bouton, la hauteur de l'ordinateur, tout est étudié pour les personnes atteintes de démence. C'est basé sur des données probantes, basé sur des recherches. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui a été inventé au hasard pour occuper les gens. C'est un outil qui est très utile pour susciter l'engagement chez les résidents vivant avec la démence. Et pour en revenir au contact individuel, le but de ma présentation aujourd'hui, avec la COVID, nos contacts individuels ont été limités et le personnel infirmier était fort occupé et n'avait pas nécessairement le temps d'animer des contacts individuels comme il l'aurait souhaité. Donc, c'est cela qui a suscité le désir de créer quelque chose d'interactif qui serait approprié pour le degré de démence des résidents, mais qui n'exige pas nécessairement que le personnel soit en contact en tout temps. Lorsque le personnel de ludothérapie n'est pas présent pour offrir des services individuels, le personnel infirmier peut aider les résidents. L'idée, c'est de susciter l'engagement et puis, s'il y a d'autres activités ou des appels, comme vous pouvez le comprendre, bien sûr, il y a des problèmes de personnel qui continuent de représenter un défi depuis le début de la COVID. Nous ne faisons pas exception. Donc, il s'agit d'un outil qui est très utile, non seulement pour les résidents, mais aussi pour le personnel qui peut s'assurer que le résident est en sécurité, mais n'est pas là à regarder dans le vide. C'est une activité qui est mobilisante et qui est utile. Donc, j'ai une petite vidéo de la manière dont le système fonctionne. Alors, quand elle caresse le chat, il y a de la fourrure et la photo d'un bébé et d'un chat. Donc, il y a toute une série de vidéos de différents chats et de différents bébés. That's pretty cute. Alors, pour cette résidente, Hilda, certains jours,
On peut susciter des émotions, des réactions, d'autres jours non, mais nous sommes ravis du succès que nous avons obtenu avec elle en particulier. D'autres résidents, bien sûr, nous en avons 60 résidents dans ce que nous appelons ce quartier, mais Hilda est une personne qui réagit de façon formidable. L'autre raison pour laquelle nous aimons beaucoup cet appareil avec AI, c'est que cela peut réduire à un minimum les comportements réactifs. Notre premier chat, bien sûr, ce sont des interventions non pharmaceutiques. Il s'agit d'une excellente solution de rechange. Nous sommes très, très heureux. Globalement, c'est encore une fois les contacts individuels et la qualité n'équivaut pas nécessairement à la quantité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sherry. Vos exemples aujourd'hui nous ont vraiment, vraiment interpellé notre auditoire. Une personne déclare qu'elle a apprécié la façon dont vous transformez une expérience négative en positive en disant que la COVID vous a fait le don de mieux connaître vos résidents. Ça, c'est vraiment une attitude axée sur la personne. L'énergie, la façon dont vous abordez votre travail est vraiment une inspiration pour tout le monde. Un autre commentaire, le programme Quête d'une vie, qui n'était pas prête à pleurer un lundi matin. Je comprends bien aussi. Alors, une question qui nous est posée porte sur le programme Quête d'une vie. Est-ce que cela pourrait être réaliste pour un organisme qui n'est pas à but non lucratif? La façon dont c'est financé. Bon, je ne connais pas à fond la question du financement, mais je puis vous dire que si vous voulez organiser un tel programme, c'est réalisable. Peut-être pas à cette échelle, peut-être s'agit-il de prendre une tasse de café avec un être cher. Ça aussi, c'était un souhait. Donc, nos souhaits varient. Il ne s'agit pas nécessairement de souhaits qui sont très coûteux. Un autre cas, c'était une dame qui voulait une tarte à la Saskatoon Berry pour prendre le thé avec sa fille. Donc, oui, nous inspirons les résidents à rêver, mais ce qui est important pour eux, surtout cette génération de résidents qui ont vécu pendant la Grande Dépression, de petites choses. Et comme vous le disiez, ma philosophie, c'est que les petites choses sont les grandes choses. Donc, on a dressé une belle table et elle a pu prendre le thé avec sa fille. Donc, ça, c'est un exemple, disons, à plus grande échelle des souhaits que nous avons exaucés, mais ce n'est pas hors de portée. Il faut simplement faire preuve de créativité. Et quand les familles entendent ceci, elles veulent donner. Faites participer les familles aussi. Je n'y me suis pas attardé, mais les familles vivent des expériences extraordinaires qu'elles se rappelleront toujours. Mais avec le Abby, il y a un élément familial. Donc ça, c'est une excellente ressource pour les familles qu'elles peuvent utiliser pendant leur visite. Je voulais également dire cela. Merci beaucoup. Il y a une question au sujet du Abby. Est-ce que la vidéo est personnalisée pour chaque résident quand elle flatte le chat? Est-ce que c'est une vidéo qui pour chaque résident? Pas dans l'occurrence, mais c'est possible. Donc, nous ne sommes pas passés à la prochaine phase du Abby, mais l'Abby, bon, pour chaque résident, porte une borne et nous travaillons avec les familles pour téléverser des familles personnelles ou des vidéos qui sont en allemand ou leur langue maternelle, de la musique, des émissions de télévision auxquelles nous avons accès. Donc, vraiment, l'organisation Ambient Activity représente une ressource extraordinaire, nous aide à régler les pannes. Il faut assurer tout le téléversement pour nous. Donc, ça, c'est notre prochaine étape avec le Abby, simplement parce que ça prend beaucoup de temps pour que les familles recueillent ces informations, qu'on les télécharge, qu'on les envoie à Ambient afin qu'ils puissent les téléverser. Mais oui, c'est une possibilité et c'est la prochaine étape pour Abby. Merci beaucoup. Et ce qui se produit, c'est exactement ce que nous recherchions dans ce webinaire, c'est-à-dire partager des inspirations et donner à tout le monde
une façon donc de prendre connaissance des autres idées excellentes. Alors, il y a déjà un commentaire disant, est-ce que vous pouvez partager un lien avec euh, l'appareil Abby parce que c'est quelque chose que un de nos invités n'a pas vu. Donc, Sherry, pendant que une autre présentation, pourriez-vous envoyer? Ah voilà, Noreen l'a déjà fait. Merci. Parfait. Alors, merci encore une fois, Sherry. C'est très, très apprécié. Votre enthousiasme et votre expérience nous ont beaucoup intéressés. Je vais vous garder à proximité. S'il y a d'autres questions d'ici la fin, saisissez-les dans la boîte de dialogue. Nous pourrons les poser à Sherry à la fin. Ensuite, nous allons parler à la prochaine intervenante. Nicole Baker est ludothérapeute et gestionnaire d'enrichissement de la vie au Cambridge Manor, également reliée à la Fondation Brenda Strafford. Elle est diplômée du Collège Lethbridge. Elle a obtenu en 2017 un diplôme en loisirs thérapeutiques et gérontologie. Elle est diplômée de l'Université de Lethbridge en 2020, titulaire d'un baccalauréat en loisirs thérapeutiques. Elle travaille pour la Fondation Brenda Strafford à différents titres depuis 2017. Alors à vous, Nicole. Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de participer à cet appel. Merci de m'avoir invité. Donc, je voudrais faire un exposé sur la manière dont nous avons utilisé notre subvention d'Excellence en Santé Canada, pour lesquelles nous vous remercions. Donc, lorsqu'il s'agit de la façon d'utiliser le financement, il y avait deux éléments importants qui sont ressortis pour nous. Tout d'abord, un pédalier motorisé actif-passif qui sert à développer notre programme de soins restauratifs animé par nos ergothérapeutes et une équipe d'adjoints en thérapie. Le pédalier motorisé actif-passif V2 d'Atlas Medic est un excellent ajout à notre établissement. Vous voyez qu'il s'agit de pédaler de manière active ou passive. Il y a eu beaucoup de recherches pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson, mais c'est bénéfique pour toutes nos personnes âgées. Donc, les ergothérapeutes ont considéré que les résidents bénéficieraient de programmes d'activité physique et de réadaptation, mais beaucoup de résidents qui atteignent la maladie de Parkinson ou d'autres affections ont une mobilité limitée qui ne peuvent pas participer aux exercices traditionnels. Avec cet appareil, les résidents peuvent faire de l'exercice des bras et des jambes de façon sécuritaire. Donc, vous voyez la photo à l'écran, il y a l'option d'un pédalier pour les bras ainsi que pour les jambes, mais on peut isoler l'équipement afin d'utiliser seulement l'un ou l'autre. Vous pouvez donc utiliser le guidon en pédalant ou vous pouvez inversement vous reposer les pieds sur la barre du bas et pédaler avec les bras. C'est adaptable. Il y a toutes sortes de réglages que l'ergothérapeute aide le résident à choisir. Ça a été un outil fantastique. Il y a de nombreux modèles disponibles. Grâce à notre subvention, nous avons pu obtenir un modèle haut de gamme qui est bien sûr fantastique. Vous verriez le QB. L'aspect passif de cet appareil est l'un des éléments clés qui nous plaisent. Les résidents ne sont pas obligés d'avoir la force initiale pour démarrer. Parfois, avec le QB et d'autres modèles, il faut que le résident ait la force de démarrer, alors que celui-ci peut avoir le pédalage passif. C'est la machine qui aide le résident à faire ses mouvements. Les résidents du Cambridge Manor étaient tellement désireux d'utiliser cet appareil qu'on a demandé à une personne qui vit avec la maladie de Parkinson, qui a organisé une levée de fonds lors d'une fête d'anniversaire, réuni 900 $ pour consacrer à l'achat de l'appareil. Elle a fait une grosse fête d'anniversaire avec les familles, les proches, les résidents qui ont contribué, le personnel. Donc, elle a pu réunir 900 $. Lorsque nous avons reçu l'équipement, nous avons bien entendu, nous avons demandé de l'étraîner. Elle a été ravie. C'était vraiment un moment très spécial. Les résidents sont vraiment ravis d'utiliser le vélo. Ce n'est pas dans mon département, mais celui de l'ergothérapie. Mais je croise constamment des résidents dans le couloir qui vont se rendre au vélo, qui reviennent et qui me disent « Ah, j'ai mon tour à 10h15, plein de joie ». Parfois refusent nos activités de ludothérapie en disant non, c'est mon tour au vélo. Donc, c'est très organisé. Ils ont un horaire pour les résidents et puis il y a également une période où l'on peut l'utiliser dans l'ordre des arrivées. Ça, c'était le premier équipement qu'on a acheté.
Alors, deuxième élément, c'était des tambours, plus de tambours, afin de continuer à développer ce que nous appelons le cercle de tambours Rhythms of Life de la BSF. C'est exactement comme son nom l'indique, c'est un cercle de personnes qui jouent de différents instruments à percussion afin de susciter un sentiment de communauté et d'inclusion. Cambridge Manor est assez unique. Nous avons ouvert en juillet 2022 en pleine pandémie. Nous n'avons pas fonctionné hors de la COVID. C'est une des activités fantastiques que nous avons inaugurées pour chaque étage quand tout devait rester séparé. Il ne pouvait pas y avoir de rencontre entre les résidents et le personnel de chaque étage, de chacun de nos 5 quartiers ici à Cambridge. On a commencé 4, 5, 6, 7, 10 résidents à la fois. J'étais très inquiète quant à l'idée de les tenir dans chaque quartier compte tenu du bruit que ça crée. Ça peut être très dérangeant pour d'autres résidents qui n'y participent pas du monde du personnel, mais on a remarqué le contraire. Au contraire, ça a attiré beaucoup d'attention positive. Les gens nous disaient au début, on leur demandait de participer au cercle de tambour et ils disaient non. Puis ensuite, quand ils entendaient, ils décidaient d'y participer. Les employés aussi. Après que les restrictions liées à la COVID ont été assouplies, nous avons pu, comme vous le voyez en bas, les installer dans un de nos locaux plus grands. Les résidents de tous les étages ont enfin pu collaborer. J'arrivais pour l'heure du début du cercle de tambour. J'ai vu combien de résidents il y avait la première fois. Ça m'a donné la chair de poule. C'était extraordinaire de voir que tous ces petits groupes s'étaient réunis Mais nous avons manqué de tambours. Nous n'attendions pas autant de personnes. Ce programme a connu une telle croissance et nous avons donc nos résidents, nos proches, le personnel y participe et c'est ouvert à la communauté. Donc, il y a des membres de la communauté qui participent au cercle de tambour. Avant de recevoir ce financement et de pouvoir acheter davantage de tambours, nous avions dû faire preuve de beaucoup de créativité. On a acheté des maracas qu'on pouvait distribuer quand on n'avait plus de gros tambours. Il y a des résidents qui, s'ils avaient un plus gros tambour, ils le partageaient avec un autre résident et chaque personne prenait une baguette. Donc, il y a des avantages qui sont énumérés, mais ça a été un outil fantastique. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de compter sur les capacités cognitives. C'est une baguette et un tambour. Moi, je suis animatrice formée à l'animation des cercles de tambour, ainsi que certains de mes autres collègues. Donc, nous savons comment guider et animer les participants, mais ça a été vraiment fantastique de les voir se développer. Avec le financement que nous avons reçu, nous avons pu acheter un nombre considérable de tambours supplémentaires. Donc, on peut inclure plus de familles, plus de membres de la communauté. Je vais partager un ou deux récits s'agissant des aspects personnels. Donc, nous avions une résidente qui était arrivée 35 minutes en avance avec deux de ses amis du 4e étage pour le cercle de tambour. Et on a dit, ben, ça ne commence pas jusqu'à 11 heures. Elle a dit, non, mais il faut venir au moins 30 minutes à l'avance si vous voulez un tambour. Ça, c'est essentiel. Il faut venir tôt pour avoir un tambour. Alors, nous sommes dit, il nous faut plus de tambours. Dans un cercle de tambour, disons, si vous pouvez dire tambour, vous pouvez, si vous pouvez plutôt prononcer une phrase, vous pouvez la jouer au tambour. Et cette résidente a dit, on veut plus de tambour, on veut plus de tambour. Et ça, c'était cette phrase qu'elle a choisie pour son jeu aujourd'hui. Notre chef de la direction était présent ce jour-là, a vu qu'elle était arrivée en avance, a vu que c'est ce qu'elle demandait. Il m'est venu ici, il m'a dit, comment est-ce qu'on peut avoir plus de tambours? On a besoin de tambours. Et nous revoici, nous avons beaucoup de tambours, beaucoup de petits instruments à percussion. Et si vous circulez dans le Cambridge Manor pendant ça, c'est tout l'étage principal réverbère. Beaucoup de gens par curiosité. Vous pouvez être participant actif ou passif. Et simplement le fait d'être présent, d'écouter le rythme, c'est tout aussi, ça procure tout autant d'avantages. Ça dissipe le stress, ça régule la pression sanguine et ça crée une connexion vraiment réelle entre les résidents, le personnel et tous ceux qui sont présents. C'est inclusif, c'est sécuritaire, c'est une façon qui est vraiment le fun d'interagir avec les résidents. En fait, on commence par un appel au tambour. Tout le monde y participe à son propre rythme.
souvent, on ne dit pas un mot pendant 10-15 minutes, puis ensuite on arrête le résident, on dit regardez ce qu'on vient de créer, on n'a même pas encore dit un seul mot. C'est une expérience qui est extraordinaire. Maintenant, on organise ça régulièrement, chaque semaine, et puis il y a des cercles de tambour de détente en plus des grands cercles. Ça a été incroyable. Nous avons vécu beaucoup de moments extraordinaires. Ces cercles de tambour peuvent représenter des activités sociales, c'est un exercice physique, c'est aussi une expérience spirituelle pour beaucoup de gens et cela suscite beaucoup d'émotions. Il y a une résidente qui était adepte de tambour. Elle ne ratait jamais un cercle. Elle est décédée, mais elle s'était fait beaucoup d'amis de différents étages. Et bien souvent, elle se portait volontaire pour aider dans nos cercles de tambour de détente, aider l'animatrice à jouer du tambour pour la détente. Après un de mes cercles, on faisait le tour, on recueillait les tambours. J'ai remarqué une ou deux résidentes. La fille de l'une d'elles était présente, elles étaient en larmes. Alors, en tant qu'animatrice, je me suis dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bien? Je suis allé, elles nous ont dit, au début de ce cercle, elles avaient eu un moment de silence ensemble. Elles ont décidé de dédier leur jeu à cette résidente qui était décédée, qui avait tellement aimé les tambours. Et ce jour-là, c'était pour elles qu'elles jouaient du tambour et elles ont eu ce moment de larmes. C'est ainsi qu'elles ont choisi de vivre leur deuil et de dire au revoir à cette résidente. C'était vraiment très, très spécial. Il y a beaucoup donc, de récits semblables des familles qui utilisent le tambour pour leur méditation ou pour faire leur deuil dans l'occurrence. Donc, il y a eu beaucoup de moments exceptionnels. Nous sommes très heureux d'avoir davantage de tambours pour pouvoir développer ce programme au Cambridge Manor. Et une dernière anecdote, pardon. Euh, Nous avons le programme Quête d'une vie dans tous nos CBSF. Il y a 2 résidents qui ont utilisé leur demande pour obtenir leur propre tambour. Voilà. Nicole, vous nous avez fait vivre des montagnes russes. J'ai ri, j'ai pleuré. Alors, merci beaucoup de nous avoir interpellés de façon aussi affective. Il y a beaucoup de partage dans la boîte de dialogue. J'adore ça. Quelqu'un avait inscrit un lien pour une organisation à suivre c'est la créativité en action. Merci Liliana. Il nous reste un petit peu plus de temps, mais nous devons passer à notre dernière présentation. Mais une question que je voulais vous poser porte sur l'animation des cercles de tambour. Vous avez dit que vous étiez agréé. De quelles compétences a-t-on besoin si un établissement n'a pas de personne qui en a animé auparavant? Est-ce qu'on peut toujours prendre l'initiative d'un programme? Bien sûr. Nous avons reçu une formation de 2 jours. C'est un cours de 2 jours. Il y a différents niveaux et tout, mais on apprend différentes compétences en tant qu'animatrice. Comment introduire différents rythmes. Bon, si vous avez quelqu'un qui joue beaucoup plus fort que les autres, comment intervenir, comment changer de rythme. Donc, en tant qu'animatrice, on recherche toujours des éléments comme cela. On regarde tous les participants pour obtenir une rétroaction, pour comprendre quand le moment est venu de changer un petit peu. Il y a différents jeux auxquels on peut jouer pour, disons, s'adapter au mouvement des résidents, des dialogues, des réponses. On a la chance à Calgary d'avoir toutes pu faire notre formation ensemble. Ça a été fantastique. Très bien, très bien. J'espère encore une fois que nos participants en ont tiré une inspiration à un autre programme qui aide à améliorer les soins axés sur la personne et les connexions entre vos résidents. Merci, Nicole. La dernière intervention aujourd'hui est faite par Stephanie Riley, qui est ludothérapeute à Clifton House, également membre de la Fondation Brenda Stafford. Elle achève sa maîtrise en gestion des services de santé. Elle a 10 ans d'expérience dans le secteur de la santé. Et dans ses loisirs, elle adore voyager et s'amuser en plein air. Elle vient de passer une semaine dans les territoires du Nord-Ouest à faire du canot. Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de me trouver ici pour partager ce que nous avons fait avec notre subvention. Alors, comme Sherry vous l'a dit, nous avons reçu des fonds pour Quête d'une vie.
je voulais vous montrer quelques-unes des photos et la façon dont on a atteint le résultat final. Beaucoup de nos résidents viennent d'antécédents socio-économiques défavorisés. Beaucoup ont été en itinérance toute leur vie. C'est la première fois qu'ils ont un toit. Cette initiative peut être mise en œuvre dans des établissements à but non lucratif afin que ce soit plus tangible. Beaucoup des souhaits émanent de résidents qui n'avaient pas eu de domicile stable. Alors, l'un de nos résidents avait adoré le hockey toute sa vie. Elle adorait beaucoup d'équipes, surtout les Rough Riders. Elle n'avait jamais eu de chandail de hockey. C'était quelque chose qu'il avait toujours voulu, mais n'avait jamais eu. Alors, quand on lui a demandé, quand on lui a dit que les Jeux olympiques arrivaient, et puis qu'il y avait les finales aussi de championnat de hockey, son souhait, c'était d'avoir un chandail de hockey et une tuque de hockey. Et ça a changé toute son attitude. Tout le monde a des vêtements de sport, semble-t-il, mais lui, c'était son souhait. Un autre de nos résidents adore la lecture. Elle a toujours voulu avoir des livres. Elle relisait constamment. Le seul livre qu'elle avait, elle n'avait pas les moyens d'en acheter d'autres, jusqu'au point où son livre s'abîmait. Elle a dit, j'aimerais vous exaucer un souhait pour que vous ayez davantage de livres. Quand j'ai partagé cela, elle était en larmes. Elle pensait qu'elle n'allait recevoir qu'un ou deux livres neufs. Donc, on est allé chez Chapters et on est reparti avec toute une nouvelle bibliothèque. Elle est encore en train de lire ses livres. Et quand elle a terminé, elle veut partager son appréciation avec les autres résidents et ajouter cela à la bibliothèque de l'établissement. Un autre résident qui est décédé, malheureusement, mais nous avons demandé à sa femme, elle lui rendait toujours visite. On voulait faire quelque chose pour exaucer un souhait, non seulement pour lui, mais pour sa famille. On voulait qu'il puisse partager certains des derniers repas. Donc, on s'est arrangé avec le département de ludothérapie. On a pu créer un excellent dîner personnalisé. Et le fait de pouvoir prendre ce repas ensemble, c'était quelque chose de très, très émotif. Bien souvent, à ce moment-là, on ne peut pas vraiment exaucer ses souhaits parce que l'état de santé est tel que ce n'est plus possible. Et malheureusement, quelques semaines après ce dîner, ce résident est décédé, mais ça nous a fait chaud au cœur parce que ça nous a vraiment... Stéphanie, je suis désolé, mais je vais vous demander d'arrêter. Je veux m'assurer que tout le monde puisse bénéficier de tous ces récits. Il y a un ou deux commentaires qui précisent qu'il est difficile de vous entendre. Je me demande si on pourrait revenir à l'expérience sans le casque. Je sais que ce que vous dites est fort intéressant. Est-ce que c'est mieux? Continuez un petit peu. Est-ce que c'est mieux? C'est semblable. Je ne sais pas qu'il y a une énorme différence, mais continuons comme ça. Et puis, je vous demandais peut-être de vous rapprocher de votre appareil au cas où ça vous entend mieux. Et si vous parlez un peu plus lentement, même s'il y a des problèmes d'audio, on va pouvoir continuer, afin que tout le monde puisse vous entendre. Je vois des commentaires de merveilleuses histoires. Merci de partager. Tout le monde adore cela. Donc, veuillez continuer. Merci. Donc, lorsque il y a d'autres résidents qui avaient un sac à main qui était en loc, on lui a procuré un nouveau sac à main. Elle a pleuré en le recevant. Elle le garde dans la housse tous les jours. Elle le porte partout où elle va. Bon, la plupart d'entre nous, moi, j'ai jamais utilisé la housse d'un nouveau sac à main. Ça montre à quel point elle apprécie ce geste.
Une de nos résidentes adorait magasiner. En général, elle ne peut pas sortir seule. Alors, un des centres commerciaux où elle n'était jamais allée, c'était le centre Chinook. Alors, on l'a emmenée, on avait passé la journée. Elle a pu faire magasiner un petit peu, prendre son repas du midi, s'acheter de nouveaux vêtements, serre-tête, quelques bijoux. Ça a vraiment, c'est quelque chose dont elle parle encore. Je me souviens, je l'ai rencontrée le lendemain ah, et elle m'a dit, vous vous rappelez ce que vous êtes venu me dire hier? J'ai dit oui, qu'on va magasiner ensemble. Elle m'a dit, je, je pensais que je l'avais rêvé. Je n'arrivais pas à croire que c'était vrai. Donc des petites choses, des petites activités très banales, avoir un chandail de hockey, un dîner en famille, aller au centre commercial, avoir des livres nouveaux, ça nous a permis donc de concrétiser notre initiative Quête d'une vie. Donc, comment est-ce qu'on détermine quelles résidences sont non seulement admissibles, mais comment on peut soutenir certains de leurs souhaits? Comme je l'ai dit, beaucoup de nos résidents sont originaires de milieux socio-économiques modestes. Il n'y a pas beaucoup d'engagement des familles. Ça, c'était vrai pré et post-Covid. Les, les proches visitent rarement. Je suis là depuis quelques années. Il y a certains résidents qui n'ont jamais reçu de visite de proches. Alors, les souhaits, les désirs concernaient toujours des besoins de base. Nous, on voulait rehausser leur qualité de vie, faire en sorte que ce soit quelque chose de spécial. Aller faire du magasinage, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'ils fassent quelque chose d'exceptionnel? Alors, je suis rendu là, je, je les ai aidés à la librairie. Elle ne se rendait pas compte euh, tout ce qu'elle voulait lire jusqu'après coup. Alors donc, elle a été ravie de pouvoir tout apporter les livres chez elle. Quelques autres effets secondaires. Donc, la motivation intrinsèque du personnel. Le fait de pouvoir faire tout ça pour les résidents, c'est quelque chose c'est extrêmement important pour eux. Pour nous, c'est une petite activité, mais donc on connaît les résidents, leurs antécédents, leur vie, les choses qu'elles n'ont pas, qu'elles ont dû abandonner pour emménager dans des soins continus. Les résidents nous disent toujours à quel point ils ont apprécié de sortir, de porter leur chandail de hockey, lire leurs nouveaux livres. Et les proches de ce fameux dîner dont j'ai parlé ont encore des souvenirs inépuisables. Je crois que c'était ma dernière diapositive. Je serais heureuse de répondre aux questions. Merci beaucoup, Stéphanie. J'ai beaucoup apprécié, notamment le fait que cela reflète peut-être l'époque que nous vivons, les difficultés pour le personnel après tout ce que nous avons vécu, à quel point un programme comme ceci procure de la joie au personnel aussi, la capacité d'établir un lien vraiment authentique et profond avec les résidents. Ça, c'est vraiment, c'est extraordinaire. Je vois des commentaires dans la boîte de dialogue, une source d'inspiration. Merci de partager ce récit. J'apprécie beaucoup quelqu'un. Le lien entre le personnel et le résident, c'est qui sont en première place dans vos récits. Vous avez parlé de prendre le temps de comment est-ce qu'on peut rejoindre, donc nous situer au cœur de ce que les résidents veulent, ces résidents. Et je crois que c'est exactement l'élément central dans le travail que vous faites toutes lorsqu'il s'agit de fournir des soins axés sur la personne. Merci pour ces récits qui ont été extraordinaires. Et nous avons quelques minutes pour répondre à des questions générales. Donc, je pourrais inviter toutes les conférencières à rallumer leur caméra. Et ce faisant, Stéphanie, je ne veux pas vous mettre sur la sellette nécessairement, mais si vous avez une réponse qui vient à l'esprit rapidement, j'ai une question pour tout le monde. La suivante, si vous aviez un financement pour un autre projet, un projet différent peut-être, ou de développer un projet que vous avez déjà mis en œuvre qui améliorerait l'expérience de vos résidents, qu'est-ce que vous aimeriez faire?
Par coïncidence, nous avons emménagé dans de nouveaux locaux au mois d'avril. Ce serait bien d'interroger le personnel et les résidents de manière à susciter, à rendre l'endroit plus accueillant. Il y a beaucoup de murs blancs. Ça serait bien de concevoir l'établissement de façon thérapeutique et bénéfique, mais surtout, ça serait de susciter la participation des résidents. Il y a des résidents qui ont des antécédents en design. On pourrait solliciter leur avis. Parfois, on ne peut pas toujours tenir compte de ces avis à cause de restrictions budgétaires ou de temps, mais donc avoir un peu plus de financement, ça permettrait de compléter ce que nous faisons. Merci Stéphanie d'avoir partagé cela. Par coïncidence, nous avions un foyer dans notre programme qui a incorporé des œuvres d'art. Ils ont placé des œuvres d'art au plafond des chambres des résidents. Et ça a été un programme très, très réussi qui a vraiment amélioré l'expérience des résidents de façon inclusive. Ça, c'est très bien pour la mobilisation des résidents. Et s'il y a des ressources ou si vous avez fait cela dans vos propres foyers, que vous voulez, de votre établissement, vous voulez afficher des photos dans la boîte de dialogue, vous avez des liens avec de l'information, des conseils pour le faire. Si vous pouviez mettre en œuvre un nouveau projet, qu'est-ce que ce serait? Pour notre établissement, ce serait de moderniser notre unité de démence. Nous avons deux unités qui sont tout à fait opposées. Celle où je travaille le plus, à Trafalgar, les résidents sont en stade final de la démence. Nous voulons que ça soit plus accueillant, plus invitant. Nous voulons trouver des moyens de stimuler tout leur sens. Nous avons éprouvé des difficultés récemment, donc si on obtenait un financement, ce serait pour rendre cet endroit un plus véritable foyer, puisque ces gens approchent la fin de vie. On voudrait s'assurer que leur qualité de vie soit la meilleure possible. Merci, Pavé, d'avoir partagé cela. Donc, je le redirai à la fin du webinaire, mais le prochain webinaire va porter sur les soins palliatifs dans les soins de longue durée. Alors, c'est pertinent par rapport à ce qui s'en vient dans notre prochain webinaire. Nicole ou Sherry, des réflexions? Si vous pouviez entamer un nouveau projet ou poursuivre un projet, si vous aviez davantage de financement, qu'est-ce que ce serait? Bon, nous avons inauguré, avec l'apport des proches et des dons, la modernisation de notre espace extérieur. Comme Pavie, il y a beaucoup d'espaces que nous voulons extérieurs, que nous voulons améliorer. Les résidents en Alberta ne peuvent pas sortir toute l'année. Lorsqu'ils le peuvent, nous voudrions que ce soit dans un endroit agréable. Et encore une fois, avec la COVID, quand ils ne pouvaient rencontrer leurs proches qu'à l'extérieur, et les interactions en petits groupes n'étaient acceptables qu'à l'extérieur, nous nous sommes dit, vraiment, ça manque de fleurs, ça manque d'éléments interactifs, notre cours. Donc, on a fait beaucoup de chemin. On a une proche d'un résident qui est une grande jardinière. Donc, on voudrait avoir accès à des services de professionnels pour nous guider un petit peu. Mais la modernisation, notre extérieur, c'est notre prochaine priorité. Oui, je vois d'autres personnes dans la boîte de dialogue qui se disent tout à fait inspirées par l'aspect sur la présentation extérieure. Oui, moi je dirais que comme Stéphanie Pavie, je voudrais une amélioration dans nos deux quartiers de soins de la démence. Ce sont des résidents qui peuvent parfois être plus difficiles à engager dans les activités traditionnelles. Donc, ajouter quelque chose à notre environnement qui peut être plus stimulant
susciter des interactions spontanées, ce serait très bien. Donc, encore une fois, on a commencé à envisager différentes idées qu'on peut mettre en œuvre, mais c'est toujours un grand projet. Tout à fait, oui. Stéphanie, une question nous est posée. Vous y avez fait allusion, mais quelles sont vos idées sur la manière dont l'engagement du personnel a amélioré la qualité de soins des résidents? Oui, c'est une excellente question. L'engagement du personnel améliore la qualité de soins pour les résidents. Quand il s'agit de la manière dont notre personnel est engagé auprès des résidents, voir les soins exaucés, ça a suscité beaucoup d'intérêt au niveau du personnel à différents niveaux de soins. Et les membres de personnel ont entamé des conversations plus approfondies avec nos résidents, pas simplement autour d'un repas ou d'un soin dispensé. Voir ces relations se développer, c'était formidable. Et ça crée des souvenirs pour les employés aussi. Ça a donc un peu relancé la motivation de notre personnel. Merci. Un dernier commentaire et puis ensuite nous allons conclure. Quelqu'un dit, nous avons affiché les œuvres des membres du personnel des résidents. Nous avons reçu des dons de courte pointe et des montages sur des événements historiques et locaux pour susciter l'intérêt des résidents, tandis qu'ils parcourent ces longs couloirs. Alors, pour conclure, donc, je voudrais vous dire encore une fois merci Stéphanie, Pavi, Nicole et Sherry pour vos merveilleuses descriptions de votre travail qui nous font chaud au cœur. Ça prend beaucoup d'énergie pour dire non seulement voici ce qu'on fait, comment ça aide, mais pour prendre le temps et l'énergie de partager votre récit avec nous de façon à nous interpeller, nous inspirer pour vouloir en faire plus pour nos résidents. Merci d'avoir partagé cela. Et merci à nos auditeurs d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous en avez retiré quelque chose et que vous pouvez rester à l'écoute pour notre prochain webinaire, lequel portera le 19 septembre sur l'approche palliative des soins de longue durée. Restez également à l'écoute pour notre programme Soins de longue durée 3.0 qui sera annoncé à l'automne et qui vous permettra de continuer à demander un financement pour des projets féconds en matière de soins de longue durée pour l'amélioration de la qualité de vie du personnel, qui est un élément très important. Donc, comme d'habitude, votre rétroaction nous est très précieuse. Nous vous demandons de prendre un moment pour nous donner une rétroaction sur la séance d'aujourd'hui. Le sondage est ouvert. Il vous demande si le webinaire contient de l'information utile, si vous comptez transmettre aux autres les choses que vous avez apprises, si vous en savez plus sur ce sujet qu'avant de participer au webinaire, et s'il y a des sujets que vous aimeriez voir abordés dans un webinaire futur, et puis quel est votre genre, c'est-à-dire l'identité sexuelle qu'une personne ressent intérieurement ou exprime publiquement. Je voulais encore une fois vouloir remercier toutes les intervenantes pour leurs excellentes présentations et vous remercier d'avoir participé. Voici qui conclut notre événement. Au revoir.